Donc on a le plaisir d'accueillir Christophe Dupont dans ce symposium organisé en collaboration avec le comité de nutrition de la SFP et le groupe francophone. Le sujet reste dans la thématique de la matinée, puisqu'on va être sur l'introduction précoce des allergènes alimentaires. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici pour pouvoir discuter de l'allergie alimentaire et de l'introduction précoce des allergènes alimentaires, c'est-à-dire quelque chose qui se pratique de façon, à mon avis, un peu désordonnée actuellement. Et je voudrais essayer de remettre, non pas les pendules à l'heure, mais d'expliquer la façon dont moi je pense les choses et la façon dont on le pense également dans le cadre du comité de nutrition, exposé à la fin d'ailleurs les recommandations du comité de nutrition. Alors, l'introduction précoce des allergènes alimentaires, à quoi ça sert? Ça sert essentiellement, ça voudrait servir à essayer de réduire la fréquence des allergies alimentaires. Est-ce qu'il y a Oui, c'est ça. Donc, réduire la fréquence de l'allergie alimentaire, c'est bien, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose dessus? Est-ce qu'il y a véritablement une action que l'on peut mener? Alors, premièrement, il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et l'introduction des allergènes alimentaires, elle joue un certain rôle, mais pas un rôle, on va dire, peut-être pas majeur. Peut-être que la réduction de l'allergie alimentaire, ce n'est pas la chose qui est la plus importante quand on analyse le développement d'un enfant. Et enfin, tout ce qui concerne l'introduction précoce des allergènes alimentaires, on n'a pas beaucoup de preuves cliniques, et en particulier des études qui sont en double aveugle contre placebo, on n'en a pas réellement. Alors juste pour vous montrer quelque chose qui va d'ailleurs dans la suite de ce qui a été présenté auparavant, vous voyez l'utilisation de la tétine. Quand vous utilisez la tétine, le comportement des parents vis-à-vis de la tétine est assez marrant. Quand la tétine tombe de la bouche de l'enfant, il y a des parents qui la mettent dans la bouche, il y a des parents qui la mettent dans l'eau, il y a des parents qui l'en font bouillir, et puis il y a des parents qui la mettent directement dans une solution antiseptique. Et quand vous utilisez une solution antiseptique, vous multipliez par 5 le risque d'allergie alimentaire. Tout simplement, probablement, parce que quand vous faites manger un enfant et qu'il a un antiseptique qui accompagne, vous avez un signal de danger dans la muqueuse qui fait que l'allergène est considéré comme adverse et ça déclenche l'allergie alimentaire. La suivante est également importante. Quand on regarde l'histoire de l'allergie et les problèmes de la maladie allergique, on s'aperçoit qu'en fait, l'un des problèmes majeurs, c'est essentiellement l'asthme, qui est un problème de santé publique très fréquent chez l'enfant, mais également chez l'adulte. Et donc, il est probablement plus important de prévenir l'asthme que de prévenir l'allergie alimentaire. Et quand vous regardez l'évolution vers l'asthme, vous apercevez que assez fréquemment, vous avez cette histoire d'introduction précoce du lait qui souvent déclenche un eczéma. Quand vous avez un eczéma, vous avez une sensibilisation par la peau, parce que la peau est devenue fragile aux allergènes respiratoires, et c'est ça qui déclenche l'asthme. Donc, quand on essaye de bricoler un peu au départ et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on peut éventuellement être délétère plus tard. Mais les études qui ont été faites sur la prévention de l'allergie alimentaire n'ont pas analysé justement les effets secondaires à long terme. Alors en pratique, pourquoi est-ce qu'actuellement tout le monde essaye d'introduire des allergènes alimentaires de façon précoce? Tout ça, c'est lié aux études qui ont été faites par Gideon Lack, qui habite à Londres, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui avait noté qu'en Israël, il y avait moins d'allergies à l'arachide, alors qu'on consomme beaucoup d'allergies à l'arachide en Israël, qu'il y en avait en Angleterre, où la prévention de l'allergie se faisait par la réduction de consommation d'arachide. Et il a dit, finalement, si on donne de l'arachide précocement aux enfants, peut-être que ça va réduire la fréquence de l'allergie à l'arachide. Et c'est la raison pour laquelle il a fait 2 études, l'étude LEAP, qui a été publiée dans le New England en 2015, et l'étude HEAT, qui a été publiée dans le New England en 2016. L'étude LEAP, c'est des enfants à risque d'allergie à l'arachide, c'est-à-dire des enfants qui ont un eczéma sévère ou une allergie à l'œuf. Et les enfants qui ont l'étude HEAT, c'est des enfants qui étaient nourris au sein. Vous voyez, c'est assez simple, diversification alimentaire, soit précoce à 3 mois, soit dans un chiffre plus ancien, on va dire 6 mois. Alors, qu'est-ce que donnent ces études? En gros, voilà les études. Il y a plein de diagrammes ou de publications qui ont été faites sur le sujet. L'étude LEAP, elle est ici. Regardez uniquement ce qui est entouré en rouge. C'est les cohortes d'enfants qui étaient ou non sensibilisés à l'arachide. Certains ont été dans le groupe éviction, 17% d'allergie à l'arachide à la fin, et certains ont été dans le groupe consommation, et vous voyez une réduction tout à fait significative de l'allergie à l'arachide. Donc, dans cette étude HEAT, la consommation d'un bonbon à l'arachide, qui s'appelle Bamba,
en ouvert, mais en ouvert, une étude en ouvert, mais randomisée. Dans cette étude-là, vous avez une réduction franche de l'allergie à l'arachide. Dans cette étude HIT, qui était faite chez des enfants qui étaient nourris au sein, pour lequel il n'y avait pas de facteur de risque, vous voyez ici en intention de traiter, vous n'avez pas de différence sur la diversification alimentaire précoce ou plus tardive dans les histoires d'allergies alimentaires, quelles qu'elles soient. Si vous voulez trouver un effet bénéfique, il faut aller en pair protocole, et là, vous avez un effet bénéfique qui est significatif. Mais le problème, c'est que quand vous essayez de faire une introduction alimentaire, vous n'êtes pas du tout sûr que vous allez être en pair protocole dans la pratique courante, de telle sorte que vous n'êtes pas sûr que vous aurez ce bénéfice qui a été observé dans l'étude HIT. Alors, cette étude de réintroduction assez précoce des allergènes alimentaires, elle est toutefois tout à fait en concordance avec ce qu'on voit dans l'évolution de l'allergie alimentaire. L'allergie alimentaire, tout le monde est d'accord sur cette marche allergique qui a été publiée il y a très longtemps. Il n'y a pas de discussion sur cette marche allergique. Et dans cette discussion sur la marche allergique, on voit bien qu'on a une cinétique qui est différente pour l'asthme, la rhinite allergique, et pour l'allergie alimentaire et l'eczéma. Et vous voyez que l'allergie alimentaire, elle se développe au tout début de la vie, avec un pic aux environs de 6 mois de vie et après ça, une diminution. Ce qui veut dire que l'enfant passe par 2 périodes, une période de sensibilisation, où l'allergie alimentaire se développe, et une période de désensibilisation spontanée. C'est l'organisme lui-même qui se désensibilise. De quelle façon, on ne le sait pas. Mais quand on fait une introduction précoce de l'allergène alimentaire et qu'on se situe dans cette période-là, effectivement, on accompagne le processus naturel de désensibilisation de l'organisme, et donc il y a une certaine logique à faire cette désensibilisation à cette période. D'ailleurs, les études d'immunothérapie par voie orale ou par voie épicutanée montrent bien que cette période est tout à fait favorable pour la désensibilisation. En revanche, vous voyez que quand on se situe dans cette période-là, tout ce qui est manipulation diététique, c'est probablement dangereux. Et on en reparlera tout à l'heure. Pour le lait notamment, c'est probablement dangereux de manipuler trop les allergènes dans cette période-là. Alors une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on agit sur l'allergie alimentaire, mais pas tant que ça. Et Guy Deonlac, toujours le même, vient de publier un papier dans le JACI dans lequel il analyse les résultats de toutes ces études. Regardez là encore uniquement le carré rouge. Vous voyez que vous avez dans l'allergie à l'arachide des formes qui sont sévères et des formes qui sont moins sévères. Quand c'est sévère, vous avez des tests cutanés qui sont à 4 ou supérieurs à 4, ou bien à 4 simplement, ou à 3, ou à 2 et tout ça. Et vous voyez que l'étude LIP ne montre pas du tout de bénéfices quand l'allergie est sévère. Elle montre des bénéfices uniquement quand l'allergie n'est pas sévère, que les tests cutanés ne sont pas sévères. Donc autrement dit, si l'allergie est sévère, ça ne sert à rien. Si l'allergie n'est pas sévère, on peut faire quelque chose. Donc il faut naturellement rester prudent sur les bénéfices qu'on peut obtenir avec cette introduction précoce des allergènes alimentaires. Alors ceci a été analysé, beaucoup d'études ont été faites par la suite, et ceci a été analysé par la Société européenne d'allergie, qui synthétise, à mon avis, de façon assez bien ce qu'on peut faire. Vous avez une preuve modérée, que l'introduction de l'œuf cuit est intéressante dans la prévention de l'allergie à l'œuf. Quand un enfant a de l'eczéma, très souvent il est allergique à l'œuf. Et chez cet enfant, effectivement, l'introduction de l'œuf cuit, qui en général n'est pas réactogène chez l'enfant, semble bénéfique. Donc cette recommandation, elle est probablement importante. Ici, vous avez la recommandation concernant l'introduction de l'arachide, et il est bien dit qu'il faut faire une introduction précoce de l'arachide, c'est-à-dire à partir de l'âge de 4 mois. On peut le faire à partir de l'âge de 4 mois, mais uniquement dans les pays où il y a une forte prévalence d'allergie à l'arachide. Or, en France, il n'y a pas une forte prévalence d'allergie à l'arachide. Il faut faire très attention quand on veut absolument prévenir l'allergie à l'arachide dans une famille où il n'y a pas d'allergie à l'arachide. En pratique, quand on met de l'arachide dans la cuisine, eh bien, on met dans l'environnement de l'arachide, on risque de favoriser la survenue d'allergie à l'arachide chez d'autres enfants. Donc, c'est très important de reconnaître qu'on peut faire quelque chose pour l'arachide, mais uniquement dans les pays où il y a une forte prévalence d'allergie à l'arachide. En pratique, c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis, un peu en Allemagne, en France, pas tellement.
Une autre étude plus récente, Pediatrics, publiée en 2023, comme vous le voyez ici, reprend tous les éléments et dit à peu près la même chose. Quand on regarde l'introduction précoce des allergènes alimentaires, on voit qu'en pratique, l'introduction précoce ou tardive, ça ne fait pas grand-chose sur l'allergie alimentaire, qu'on peut introduire l'œuf et l'arachide entre 4 et 11 mois, que l'âge de l'introduction des aliments n'est pas véritablement lié avec l'un des éléments de l'allergie alimentaire qui est l'eczéma, et que, point important, l'âge d'introduction de gluten n'est pas lié avec la maladie cœliaque, ce qu'on sait depuis les études qui ont été publiées il y a quelques années. Ici, un certain nombre d'autres recommandations sur lesquelles on va passer rapidement. Et maintenant, ici, la conclusion. En pratique, l'introduction alimentaire doit se faire aux environs de 6 mois et l'introduction des aliments allergéniques avant l'âge de 11 mois. On revient à des recommandations qui sont tout à fait classiques, c'est-à-dire, en pratique, il faut donner à l'enfant une diversification alimentaire quand il a envie de commencer à manger. Souvent, il a envie de manger un peu de pain dès l'âge de 4 mois et demi, il faut le faire. Et ce n'est pas la peine de retarder au-delà de l'âge de 1 an, comme on le proposait autrefois, des aliments potentiellement allergéniques. Alors, il faut faire attention quand même, quand les enfants ont un eczéma, c'est dans ces cas-là qu'ils ont des allergies alimentaires sévères, et c'est dans ces cas-là qu'il faut se méfier et faire peut-être une consultation d'allergologie avant d'introduire ces aliments très allergisants. Maintenant, on va aller plus précisément sur l'introduction du lait. On a été sensibilisé par ça dans le cadre du comité de nutrition parce qu'il y a eu une publication faite par les allergologues disant que maintenant, chez les enfants qui sont nourris au sein, il faut ajouter systématiquement 10 millilitres de lait tous les jours pour prévenir l'allergie aux protéines du lait de vache. Alors, on a analysé la situation, on commence à parler de ça, on a fait une publication, enfin, on a soumis un manuscrit qui, pour l'instant, n'a pas encore été publié, et je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé pour cette histoire-là. Alors, en pratique, quand vous revenez sur les recommandations, et en particulier sur celles qui ont été publiées par la Société européenne d'allergie, vous voyez qu'il y a une recommandation d'éviter les suppléments de formule infantile chez les enfants nourris au sein à la maternité. Et d'une manière générale, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire quand un enfant est nourri au sein, il ne faut surtout pas donner des suppléments de lait de vache. En pratique, quand vous regardez les statistiques, quand vous prenez les enfants qui sont nourris exclusivement au sein, ou quand vous prenez les enfants qui sont nourris exclusivement avec une formule infantile, vous avez exactement la même fréquence d'allergie aux protéines du lait de vache dans ces deux populations. Mais si vous prenez des enfants qui sont nourris au sein et que vous faites une supplémentation avec du lait à base de lait de vache dans les premiers jours à la maternité, vous multipliez par 6 ou 7 le risque d'allergie au lait. Donc l'association des deux dans les premiers jours de vie est vraiment dangereuse. Alors que soit le lait de mère, soit une formule infantile, ça donne le même risque d'allergie aux protéines du lait de vache. Alors naturellement, on revient toujours à cette même démonstration qui est que le développement de l'allergie alimentaire, il est dans cette période-là, et on peut imaginer effectivement que cette période des premiers jours de vie soit notamment celle qui est la plus sensible pour le développement de l'allergie. C'est pour ça qu'il y a vraiment une grande logique à cette suppression des suppléments à la maternité. D'ailleurs, très récemment, l'équipe de Trousseau a confirmé dans une étude que ces suppléments à la maternité sont dangereux en termes de stimulation de l'allergie aux protéines du lait de vache. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une étude japonaise publiée récemment, une étude japonaise dans laquelle cette théorie d'introduction précoce d'allergie au lait a été étayée par une étude clinique. Cette étude clinique, elle est expliquée ici. Vous voyez, vous prenez des enfants qui sont nourris au sein, et ces enfants, ils recevaient soit un complément de lait de mère, de lait artificiel, à peu près 10 ml par jour, soit ils n'en prenaient pas, soit ils prenaient éventuellement un peu de formule à base de soja. Donc voilà les deux populations. Et quand ils ont regardé l'évolution et la survenue d'allergie aux protéines du lait de vache, ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence très significative entre le groupe dans lequel le lait de vache n'était pas consommé et le groupe dans lequel il y avait une consommation régulière de lait de vache. D'où cette recommandation de supplémenter systématiquement les enfants qui sont nourris avec le lait de leur mère par un petit peu de formule infantile, et d'où également cette recommandation qui est faite par les pédiatres allergologues. Recommandation
contre laquelle, encore une fois, nous, on se dresse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Quand on reprend cette étude japonaise de Sakihara, vous voyez ici, effectivement, chez ces 500 nourrissons allaités qui ingéraient ou non des protéines du lait de vache, il y a eu 2 cas d'allergie aux protéines du lait de vache dans le groupe ingestion et il y a eu 17 cas dans le groupe qui évitait. Donc, un bénéfice potentiel. Quand vous reprenez toujours cette même étude et que vous la réanalysez, ce qui a été fait par un autre auteur japonais, vous apercevez que, oui, certes, il a vu ça, mais en pratique, 90% ont reçu des protéines du lait de vache dans les 3 premiers jours de vie, mais chez les 31 qui n'ont jamais reçu de protéines du lait de vache, il n'y a jamais eu d'allergie aux protéines du lait de vache chez ces enfants. Donc en pratique, l'éviction, elle était très efficace. Et les enfants qu'ils ont observés, ils recevaient très souvent des protéines du lait de vache très tôt dans cette étude clinique. Et puis, vous avez d'autres études qui ont été faites. Celle-là, elle est ancienne, elle est faite par l'équipe de Erkki Savilahti. Et vous voyez qu'à cette époque-là, en 2000, les facteurs de risque significatifs d'allergie aux protéines du lait de vache, c'était un certain nombre d'éléments, et notamment, lors de l'allaitement exclusif, l'exposition peu fréquente à de petites quantités de lait de vache. Donc, autrement dit, quand on donnait des petites quantités de lait de vache, là, pas très quantifié, on va dire, il y avait une augmentation, comme vous le voyez, significative du risque d'allergie au lait. Et puis, une étude également qui a été faite par un Japonais, là encore, ils sont beaucoup intéressés à ça, les Japonais. Ils ont pris des enfants qui étaient nourris au sein, et puis certains ont été supplémentés avec une formule à base de lait de vache, d'autres ont été supplémentés avec une formule d'acide aminé. Dans la formule de lait de vache, quand ils étaient supplémentés avec du lait de vache, 32% d'allergie. Quand ils étaient supplémentés avec une formule d'acide aminé, uniquement 17% d'allergie. Ce qui montre bien d'ailleurs que quand vous êtes nourri avec le lait de vache, avec l'allaitement au sein, vous n'avez pas véritablement de prévention de l'allergie. Et que quand vous rajoutez des protéines du lait de vache, à ce moment-là, vous avez une aggravation du risque. Christophe, il reste. J'ai presque fini. Ouais. Voilà. Et là, c'était l'étude de Sibylle Kolecko, une réanalyse de l'étude Gini qui montrait qu'en pratique, effectivement, également, la supplémentation précoce avec les protéines de lait de vache n'était pas efficace, voire délétère. Donc, en résumé, il y a un effet préventif possible, non réellement prouvé, de l'introduction précoce de certains allergènes alimentaires. Pour l'arachide précoce, oui, il faut le faire, mais dans les pays d'endémie. Pour l'œuf cuit, oui, chaque fois que l'enfant a de l'eczéma, pour moi, c'est important. Il y a maintenant toute une série de mélanges multi-allergènes qui sont présents sur le commerce. Vous trouvez ça sur Amazon ou n'importe quel site de vente en ligne. Attention aux surpromesses, hein. Il y a des choses qui se passent maintenant sur certaines de ces poudres. Et je pense que moi, il faut mieux revenir aux méthodes de grand-mère, c'est-à-dire il faut diversifier l'enfant quand il veut. Dès qu'il commence à attraper un morceau de pain, il faut lui en donner un petit peu. Et puis, il ne faut pas retarder l'introduction des aliments allergisants. En ce qui concerne le lait de vache, pas de supplément à la maternité. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais en ce qui concerne l'introduction précoce dans les 4 premiers mois de vie, je crois qu'il faut vraiment être très prudent parce que c'est une période de sensibilisation, c'est une période au cours de laquelle la vitesse de croissance est maximale et souvent on voit des enfants qui sont supplémentés, qui manifestement ne supportent pas très bien, mais qui continuent à être supplémentés et qui finalement ont un peu d'eczéma, une courbe de croissance qui casse. C'est probablement pas idéal pour eux. Voilà, merci monsieur le modérateur. Merci beaucoup Christophe pour ce topo très clair qui reprend quand même des problématiques récentes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux 2 derniers orateurs. Côté mastocytes, ça laisse des réflexions aussi par rapport aux fonctions du mastocyte, puisque finalement, en agissant précocement à la fois sur le versant exposition aux toxiques et aux polluants, puis aux allergènes alimentaires, ça peut influer la fonction IgE médiée, mais possiblement aussi, et dans le tube digestif, la formation non IgE médiée des granules formés et peut-être un entraînement et une évolution différente. Donc je pense qu'il y a aussi des réflexions importantes sur ce versant-là de la fonction.
Vous avez parlé de la nécessité d'éviter d'introduire des petites quantités de lait tout au long des 4 premiers mois. Mais s'il y a des enfants qui prennent des biberons sensibilisateurs, donc, et après, ils sont sous allaitement maternel exclusif, faut-il pour autant ne plus donner de lait et attendre ce qui se passe après vers le 4e, 5e mois? Non, c'est pas ça. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui prennent un allaitement mixte et qui vont bien. Et puis, il y a quand même une grande partie de la population qui n'est pas allergique. Donc, c'est pas la peine non plus d'affoler l'ensemble de la population pour, d'une manière générale, l'allaitement, il se passe très bien. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont nourris exclusivement. Il y a un certain nombre qui reçoivent un allaitement mixte. Et tout le monde va très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est simplement, ce que je dis, c'est que vouloir réduire l'allergie alimentaire chez des enfants qui, a priori, n'en auront pas, ça ne sert à rien. Et quand on veut réduire l'allergie alimentaire chez des enfants qui sont justement à risque, chez ceux-là, potentiellement, ça peut poser problème. C'est pour ça que je pense que quand un enfant est nourri avec une formule infantile, c'est très bien pendant les 4 premiers mois de vie. Après ça pose beaucoup moins de problèmes. Quand il est nourri avec le lait de mère, c'est très bien. Après ça pose beaucoup moins de problèmes. C'est pour les enfants à terrain allergique qu'effectivement, l'introduction assez précoce de lait peut faciliter la sensibilisation. Voilà. Et donc, les mamans peuvent faire ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Mais forcer une maman à donner un supplément de formule infantile alors qu'elle est en train de nourrir son enfant tranquillement au sein, ça me paraît à la fois hors de proportion avec ce que nous, pédiatres, on a le droit de dire aux parents, et hors de proportion avec la preuve scientifique que ça serve à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. On va encore une question, pardon, Anaïs. Je ne vous entends pas là, pardon. Quand on donne des compléments à la maternité, parce que voilà, il y a eu un raté, que les sages-femmes ou les pédiatres ont dû donner un complément et que l'enfant du coup a été complémenté, il faut absolument, je pense, continuer quand même à donner un peu de protéines de lait de vache à ces enfants qui sont exclusivement allaités par la suite, parce qu'on sait que ce qui est le plus dommageable, effectivement, c'est de donner un complément et d'arrêter par la suite. Donc ça, c'est un message aussi à faire passer, je pense, dans les maternités. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent à la maternité. Et si jamais ils ont reçu à la maternité, je pense qu'il ne faut surtout pas leur en donner après. Non, je ne suis pas d'accord. Après, il y a l'étude de Katz dont vous n'avez pas parlé, où on voit dans l'étude israélienne, la cohorte de naissance, que quand on introduit très tôt le lait, il y a beaucoup moins d'allergies que quand on introduit beaucoup plus tardivement, chez des enfants qui sont exclusivement allaités. Donc c'est vrai que le débat est encore présent et je pense qu'on manque clairement d'études il faut faire une étude pour confirmer les propositions de la Société française d'allergo sur ces 10 compléments de 10 ml tous les jours. Parce qu'au finalement, aujourd'hui, on ne sait pas si 10 ml par jour, c'est ce qu'il faut, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est trop, et à partir de quel âge il faut qu'on commence vraiment. Donc, on va vous laisser discuter entre vous, juste à la pause tout de suite. Fini. Ok, mais effectivement, il y a une discussion. Manifestement, nous, je veux dire, dans le cadre du comité de nutrition, on va s'opposer aux recommandations qui sont faites par les jeunes pédiatres allergologues, on va dire. Mais en pratique, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas de preuve scientifique qu'une intervention comme ça, précoce, soit véritablement utile. Et je pense que si on me montre, moi, une étude clinique qui prouve effectivement ça, pas une étude d'observation simplement comme les études australiennes, ou pas une étude dans laquelle on a dérivé des données à partir d'autres études, si on a des études d'intervention qui montrent ça, eh bien, effectivement, ça peut le prouver. Alors, juste un mot, je termine. Pour l'exemple, pour la maladie cœliaque, il avait été pendant très longtemps, on a pensé pendant très longtemps qu'il fallait introduire précocement le gluten de manière à prévenir la maladie cœliaque. Et ça a déclenché 2 études cliniques, dont une initiée par l'EBSCAN. Et ces études cliniques ont été publiées toutes les 2 dans le New England. Elles ont toutes les 2 montré que quand on introduisait précocement le gluten, soit ça faisait rien, soit ça aggravait le risque de maladie cœliaque. Donc les vraies études d'intervention ont montré le contraire de ce qu'on pensait habituellement. Et en ce qui concerne l'allergie, je pense qu'il faut avoir la même rigueur. On n'a pas vraiment la même rigueur actuellement. J'arrête.
Merci.